En tout cas, merci de commencer vos digestions avec nous dans la digitalisation du secteur bancaire. Alors, nous avons aujourd'hui prendre 40 à 45 minutes pour échanger sur un sujet essentiel au niveau de la digitalisation du secteur bancaire. Lorsqu'on a réfléchi sur le choix de la thématique et comment on allait orienter ce panel, la question était de dire, la réponse évidente, c'est de dire, en fait, le secteur bancaire aujourd'hui, c'est un secteur qui est fortement digitalisé par nature. On a tous nos applications bancaires, les transactions électroniques se font, il y a beaucoup de use cases de digitalisation qui peuvent être présentés. C'était intéressant. Maintenant, la thématique qui me semble, en tout cas qui nous a semblé lorsque j'ai échangé avec tout l'écosystème de l'OSIM, c'est de dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui, on va dire, là, où est-ce qu'il y a un challenge important à apporter, où est-ce qu'il y a un impact important à avoir sur notre pays, sur notre nation, et aller aussi sur un peu les thématiques qui sont portées par l'OSIM, notamment tout ce qui concerne les objectifs, il va tomber, les objectifs d'engagement, notamment par rapport à l'inclusion. Alors, quand on dit inclusion, c'est l'inclusion digitale, mais c'est aussi et certainement lié à l'inclusion financière. Alors, on sait tous que le secteur bancaire est un secteur qui est, au Maroc, un secteur solide, qui se développe très bien. Maintenant, ce qu'on sait moins, c'est que la moitié, on ne le réalise pas nécessairement, la moitié des adultes au Maroc n'ont pas accès à ce service. Ça veut dire la moitié n'ont pas de compte bancaire, au-delà de cartes bancaires et de services digitaux. Donc, il y a un enjeu d'intégration et d'inclusion qui est important. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a choisi d'aller vers ces thématiques. Alors, pour répondre à la question pour mieux connaître un peu la situation et voir les réalisations qui ont été faites et identifier les défis qu'on doit relever pour faire ce changement qui sera une transformation au niveau de notre pays. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées. On va en parler avec Madame Hakim Al-Alami de Makenrib. Si vous voulez vous lever, me rejoindre. Merci de vos applaudissements. C'est Mstafa Ben Abou du Crédit Agricole du Maroc. C'est Mehdi Rissassi du cabinet de Deloitte. Et M. André Abiz de la start-up Sabati. Installez-vous. Alors, pour commencer, je vais demander à Mehdi, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur aujourd'hui la situation de l'inclusion financière et en particulier qu'est-ce qui se passe au Maroc? Merci beaucoup. C'est bon. Okay. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je pense que c'est un sujet qui est important. Tu as assez la situation avec l'indicateur que tu as évoqué. Il est important de distinguer deux choses. L'inclusion financière de l'inclusion bancaire. Je pense que en termes d'inclusion financière, on peut, même si le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure est bas, mais il est quand même pas mal élevé par rapport à nos confrères en Afrique de l'Ouest. Mais quand on regarde l'inclusion bancaire, le chiffre est encore plus bas. Les gens qui utilisent au quotidien des services bancaires pour leur opération, pour réaliser leur activité au quotidien. Et là-dessus, c'est un vrai défi pour lequel on a déjà le réseau d'agences physiques qui va bien, mais pour lequel, pour autant, on n'arrive pas à répondre ou en tout cas à nous aligner sur le continent. Pourtant, on a pas mal des acteurs du secteur bancaire ont fait pas mal d'investissements en termes de digital à des intensités différentes pour se rapprocher des consommateurs et pour pouvoir justement remédier à ça. Maintenant, il y a le sujet de l'usage qui se pose à chaque fois, qui est au-delà d'aller avoir une carte et un compte bancaire. Et puis le sujet aussi de la digital adoption, qui est un sujet important. Ce que je te propose, c'est peut-être de regarder le continent, qu'il y a des modèles qui fonctionnent plutôt bien. Et là-dessus, je pense que quand on regarde l'inclusion financière sur le continent, il faut distinguer deux choses. Parce qu'on pense souvent au retail et aux particuliers. Or, en réalité, il y a deux gros macro-segments. Il y a
il y a le segment des particuliers, et puis il y a surtout les PME, TPE qui sont au cœur de notre stratégie nationale d'inclusion financière et pour lesquelles il y a beaucoup d'initiatives qui ont été opérées à l'international et notamment en Afrique. Quand je prends le segment du retail, qui est le segment qu'on connaît tous, puisque on le vit chaque jour, ce qu'on voit au sud du Maroc, c'est que, bien sûr, les institutions financières participent beaucoup à cet effort d'inclusion. Maintenant, on connaît tous que les opérateurs télécoms sont invités sur ce marché, mais il y a surtout les fintech qui, grâce à la technologie, arrivent justement à servir ces clients-là pour justement pousser l'inclusion bancaire. Et là-dessus, l'enjeu, en tout cas pour ces pays au sud du Maroc, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique anglophone, c'est d'aller au-delà de l'inclusion financière et d'adopter l'usage. Tout simplement pour permettre aux consommateurs d'agréger l'ensemble de leurs besoins dans une seule plateforme qui leur permet de payer leur transport, payer leur nourriture, leur divertissement, leur gaming, l'école de leurs enfants, les factures, etc. L'idée étant d'avoir justement ce one-stop shop qui permet d'avoir l'ensemble des services via l'application mobile ou via... Et là-dessus, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier étant de faible maturité, qui est au Nigeria, qui est une start-up qui s'appelle Ribi, et qui est en fait une start-up nigériane, qui a pris cet usage-là et l'a vraiment axé sous une forme communautaire. Parce qu'on sait tous que dans nos différentes cultures, même si elles sont très différentes, on a cette culture de la communauté, cette culture de la famille, des employés. Et donc, ils ont pris cet axe-là justement pour créer la fintech autour de ça et aller au-delà d'avoir un compte de paiement, de faire des transactions au quotidien, mais d'aller faire justement des micro-paiements, des micro-prêts entre communautés, d'aller pousser de l'épargne solidaire entre plusieurs membres de communauté, de l'épargne individuelle. Et aujourd'hui, c'est une start-up qui sert 4 millions de clients qui n'étaient pas bancarisés au niveau du Nigeria, qui est un grand pays. C'est un exemple à prendre. Une start-up qui a réalisé ça toute seule ou avec partenariat bancaire? Alors, dans les partenariats qui sont venus après, il y a bien sûr les opérateurs télécoms et certaines banques. Mais au début, c'est comme toute start-up qui a levé de l'argent, plus d'1 million de dollars, pour aller se développer. Et le deuxième exemple qui est beaucoup plus impressionnant, qui est celui d'une start-up sud-africaine qui s'appelle Jumo, qui a pour le coup levé 230 millions de dollars. Oui, sur notre continent, 230 millions de dollars, pour aller s'occuper d'un segment qui est important même au Maroc, qui est le segment du commerçant, du micro-entrepreneur. Et leur cheval de bataille, en tout cas leur succès, a été le chauffeur Uber, parce qu'ils ont scellé le premier partenariat avec Uber Nairobi, ils se sont développés ensuite sur plusieurs pays, pour justement permettre au chauffeur Uber de financer son véhicule, de financer son activité. Et donc c'est un exemple qui est extrêmement important. Et au-delà de ça, donc ils servent aujourd'hui une population qui est, pour vous donner un chiffre, c'est 1 milliard de dollars de prêts, de micro-prêts qui est distribué chaque année à des gens qui n'étaient pas bancarisés, qui ne pouvaient pas rentrer dans le secteur bancaire, grâce à un algorithme de scoring et justement une capacité à aller chercher sur le marché. Donc, ces deux exemples montrent qui sont de maturité différente, montrent que sur le retail, il faut aller vraiment au-delà d'un compte, une carte et une appli mobile, et aller chercher de plus en plus de l'agrégation pour pouvoir justement pousser l'usage à travers le bancaire et le non-bancaire. Je pense que c'est un enjeu important pour les particuliers. D'accord. Alors, moi, ce que je retiens, c'est d'abord l'inclusion, il ne faut pas l'aborder juste par rapport aux particuliers, c'est aussi la TPE, en tout cas les petites entreprises. Et les exemples que tu as donnés, c'est plutôt des exemples portés par des startups. Donc, un peu, c'est la logique de complémentarité. Il faudra voir peut-être tout à l'heure quel enseignement on peut en tirer et est-ce que ça correspond au contexte marocain. Madame Al-Alami, est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments sur en fait, les initiatives qui sont aujourd'hui portées par par Banque Maghreb, en tout cas par le secteur, au niveau de l'inclusion financière? Merci beaucoup. En fait, ça fait une belle transition pour parler un petit peu de la stratégie nationale d'inclusion financière et peut-être de vulgariser un concept qu'est l'inclusion financière. Parce que l'inclusion financière n'a jamais été, on s'arrête à l'accès au compte bancaire. La définition de l'inclusion financière, c'est d'abord l'accès à un compte, qu'il soit un compte de paiement ou un compte bancaire,
et de permettre l'usage. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ouvre un compte, mais que derrière, il faut qu'il y ait un usage. Bien sûr, avec une qualité. Ça, c'est très important. C'est la définition même de l'inclusion financière, abordable et de qualité. Donc, ce sont, on va dire, ces piliers-là qui ont un petit peu drivé toute la stratégie nationale d'inclusion financière. On a fait le Maroc, il faut le dire, on a fait de beaux progrès quand même. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment des choses qui ont été drivées par la Banque centrale toute seule. Mais à un moment donné, en regardant le diagnostic, en regardant aussi un petit peu les modèles qui ont marché, on voit qu'en fait, la situation, le contexte n'était pas très bon pour certaines parties. On va dire que l'urbain est mieux servi que le rural. Dans l'urbain et dans le rural, la femme n'est pas très bien servie. Donc, et les jeunes aussi. Et bien sûr, ce n'est pas que les particuliers, parce que la stratégie nationale, elle vise les particuliers en allant chercher à diminuer les gaps que j'ai cités, c'est-à-dire entre le rural, l'urbain, la femme, l'homme et les jeunes et les adultes, et bien sûr la petite entreprise. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, et si vous avez vu les derniers rapports, notamment par l'Observatoire de la TPME, 90% du tissu, c'est de la très petite entreprise. Donc, et si on parle, parce que chaque fois je le dis, l'inclusion financière en soi n'est pas une fin. Et la finalité de tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'arriver à une croissance inclusive, économique inclusive. Donc, d'où cette stratégie qui, à la base, on va dire, elle est innovante dans sa conception et dans sa gouvernance. La stratégie nationale d'inclusion financière est pilotée. Il y a l'ensemble des ministères qui ont, parce que l'importance du public et du privé, c'est très important. Donc, il y a l'ensemble des ministères qui peuvent jouer un rôle dans le cadre de cette stratégie nationale d'inclusion financière, le ministère de l'Intérieur, du Commerce et de l'Industrie. On vient d'embarquer avec nous l'inclusion économique, le ministère, nous pilotons ça, le ministère des Finances. Dans la gouvernance et bien sûr l'ensemble des acteurs, que ce soit la PEP, que ce soit le GPBM et les autres régulateurs. C'est ça ce qui est important. Pourquoi les autres régulateurs? Parce qu'il y a certains aspects dans le cadre de ces stratégies nationales où le régulateur, que ce soit la MMC ou la CAPES, joue un rôle fondamental. Je vais donner un des exemples. La stratégie nationale, il y a 7 piliers, on va dire, grosso modo, dans lequel il y a d'abord développer les modèles alternatifs. Vous avez parlé des acteurs non bancaires, c'est très important. Développer les modèles alternatifs pour pousser plus loin l'inclusion financière. Donc, tout ce qui est développement du paiement mobile. Et quand on parle du paiement mobile, la réforme initiale et le prérequis, c'était de mettre en place des établissements de paiement également. Et permettre à tous les freins qu'on avait relevés au départ en matière de KYC, en matière de peur d'aller ouvrir la porte de la banque. Donc, mettre en place des acteurs non bancaires avec, on va dire, un réseau de distribution qui est innovant parce qu'il se base sur des agents de paiement qui, eux, dans la capillarité, est beaucoup plus importante que les agences bancaires. Ça, c'est très important. Il y a aussi le modèle de pousser l'assurance inclusive avec de nouveaux acteurs. Et on a réussi, et ça, c'était aussi une avancée en soi, sans aller réformer le code des assurances, permettre aux établissements de paiement demain et la circulaire est passée. C'est-à-dire qu'on est dans la construction maintenant du tissu. Des établissements de paiement avec leur réseau de capillarité qui est présent dans le rural, etc., d'aller offrir de l'assurance inclusive. Et vous avez le gros morceau aussi, puisqu'on parle de beaucoup de mésofinance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bancables, mais il y a des gens qui ne sont ni servis par la microcrédit et ne sont pas à un degré de bancabilité pour voilà. Donc il y a les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de pousser aussi la microfinance. La loi est passée, mais on travaille sur les textes d'application. Et bien sûr, je peux en parler pendant des heures, mais je pense que... Alors, il y a aussi, peut-être c'est très important, c'est comment
ces gens qu'on ne connaît pas, parce que les acteurs, il y a certains acteurs qui, on ne les connaît pas. Donc, quand on ne les connaît pas, on ne peut pas mettre en place des produits qui leur sont adaptés. Donc, c'est cette façon de redéfinir. Quand vous dites on ne les connaît pas, on ne connaît pas qui les banques ne connaissent pas ces consommateurs qui jusqu'à maintenant n'ont pas franchi le... Effectivement. Donc, pour avoir un financement, il faut aussi revoir la façon d'apprécier le risque. Et la façon d'apprécier le risque, c'est la façon de revoir nos outils d'évaluer ce risque-là et de revoir aussi on va dire, les données sur ces segments vulnérables qui n'avaient pas d'historique, en fait. Et donc, revoir quelles sont les données qui existent, qui peuvent être exploitées et permettre d'évaluer le risque. C'est aussi tout ce qu'on est en train de faire dans la réforme de la loi sur les crédits de bureau qui vont permettre d'avoir un certain nombre de données non financières qui peuvent être exploitées pour le domaine financier. En tout cas, à travers votre intervention très riche, ce que je retiens, c'est effectivement l'existence de la stratégie nationale d'inclusion financière, les différentes initiatives et notamment tout le réseau des établissements de paiement qui effectivement, alors moi aussi je suis passé dans un établissement et vous avez dit quelque chose qui me semble très vrai, c'est que il y a aussi une proximité avec de personnes qui ne sont pas aujourd'hui bancarisées, ils rentrent plus facilement dans une agence X d'établissement de paiement que dans une agence bancaire. Qui nous dessert aujourd'hui par rapport au volet d'inclusion financière. Mais en tout cas, il y a un ensemble d'initiatives qui sont réalisées. C'est un chantier qui est titanesque et énorme, qui est fait de manière collégiale. Mais vous reprenez aussi le même sujet qui avait été évoqué par Semendi, c'est la partie scoring. Et être capable, en fait, finalement, de donner du crédit de manière différente, adaptée à cette clientèle-là. Je passe à toi, c'est Moustapha Benabou. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des réalisations, des initiatives qui ont été faites au niveau du monde rural? Merci, c'est Hussein. Donc, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau du Crédit Agricole du Maroc, c'est une mission de service public. Donc, je pense que c'est très connu. Nous sommes très engagés et nous croyons fortement à l'apport de la digitalisation pour l'inclusion financière. Donc, pour nous, ce n'est pas simplement parce que c'est beau, it's nice to have, il faut qu'on soit in, etc. C'est pas ça. C'est que nous croyons fortement que la digitalisation va créer de la valeur. Donc, à partir de là, donc nous avons avec les équipes, mais surtout aussi avec des acteurs, donc des startups, travaillé ensemble pour co-construire des solutions très intéressantes, très pratiques, faciles à l'usage. Ce n'est pas évident, il ne faut pas croire que c'est facile, et donc on le verra tout à l'heure. Mais c'est vrai que nous avons collectivement besoin de travailler ensemble pour pouvoir faire aboutir des choses. Mais le cas que je voudrais citer aujourd'hui, c'est la mise en place d'une application unique au Maroc, la première application bancaire, je dis bien application bancaire, dédiée à l'agriculteur au Maroc. Donc autant sur le marché de retail, donc les particuliers professionnels, toutes les banques se copient l'une de l'autre. Sur l'agriculteur, donc on devait se creuser les ménages pour créer des choses. Et donc on a mis en place des choses très intéressantes, très utiles surtout pour l'agriculteur, de type suivre par exemple le sort d'un dossier chez le ministère de l'Agriculture, le Fonds de développement agricole. Avant, un client devait se rendre en agence plusieurs fois, etc., pour savoir si son dossier est arrivé, si le financement est débloqué. Aujourd'hui, c'est à partir de son smartphone, il peut voir que le dossier est bien validé. Il peut même appuyer sur un bouton et obtenir le financement immédiat sur le compte. Donc ça, c'est révolutionnaire. Nous avons également travaillé ensemble, et ça aussi, c'est une première, je pense, au Maroc. Nous avons réussi à interconnecter deux applications. Une application de la banque, qui est Mtiezati, mais une autre application de l'OCP qui s'appelle Atmar. Donc aujourd'hui, les clients de Atmar, quand ils souhaitent profiter d'un financement, quand ils appuient sur demande de financement, ça arrive chez nous de façon automatique. Et donc l'intelligence artificielle et les logs, enfin toutes les logarithmes, etc., qui ont été développés par des équipes qui sont là présentes d'ailleurs dans la salle, que je remercie au passage, nous permettent déjà d'identifier si le client c'est un vrai client de Crédit Agricole ou c'est un prospect.
Quand il est client, donc automatiquement, sa demande elle est prise en charge dans le système d'information. S'il n'est pas client, ben, il est contacté par le centre de relations clients pour voir un peu justement ses besoins dans le détail, etc. Nous avons également mis en place des parcours exclusivement dédiés à l'agriculteur, le règlement d'irrigation avec l'ORVAG, qui est une expérience qui était possible grâce à M. Hello d'ailleurs du ministère de l'Agriculture qui nous a vraiment appuyés. Donc nous avons réussi à rendre finalement le parcours avec l'Office de mise en valeur de l'Arab comme un facturier finalement. Donc on a mis en place un parcours dédié et nous sommes en train de généraliser cette expérience. Derrière tout cela, en fait, il y a l'agriculteur. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que l'agriculteur, il va oser, est-ce qu'il va pouvoir utiliser, puisqu'on parle de l'usage. Et dans ce cadre-là, nous, on croit beaucoup sur les partenariats, donc les actions communes, collectives, qui peuvent donner des résultats. Donc la banque toute seule n'y arriverait jamais. Ou peut-être un jour, mais peut-être ça besoin de l'autre. Donc aujourd'hui, quand on y va ensemble avec l'OCP, avec Sonacos aussi, on a mis un parcours avec Sonacos qui permet en fait à l'agriculteur de régler l'achat de semences sur le brit le bon de commande, il génère un QR code. Et donc l'agriculteur n'a rien à taper. Donc il ne sait pas lire, etc. Il va scanner simplement avec son portable le QR code, et puis le montant et la quantité sont là, sont comptés débité. Il n'a pas besoin de partir à l'agence, retirer l'argent et régler, etc. Donc tout ça se fait en fraction de seconde. C'est franchement un cas de paiement mobile réussi. Alors que le paiement mobile peine peut-être à décoller au Maroc, ben nous avons réussi ce challenge de faire payer des agriculteurs pour les semences, pour l'eau d'irrigation, etc. Nous avons également permis à ces agriculteurs de souscrire à des produits d'assurance, justement. OK, pardon. Donc, j'espère que tout a été enregistré. Donc, je disais que, voilà, donc nous avons réussi à offrir aussi des produits d'assurance liés à l'agriculture et il y a encore beaucoup de choses que nous avons réussi à mettre en place et dans quelques jours, donc je vous annonce peut-être en prime exclusivité, on va signer un partenariat avec une start-up pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir savoir quelle quantité d'eau donner, quel traitement de sol donner, etc. Donc tout ça va sans aucun doute intéresser encore plus nos agriculteurs pour qu'ils adoptent le digital, pour qu'ils consomment le digital. Et je pense qu'il y a, bien sûr, le Crédit Agricole a mis en place beaucoup d'autres initiatives. Si on peut passer au slide suivant, c'est qu'en ce moment même où je vous parle, il y a des agences mobiles qui sillonnent le Maroc. Donc, on a un groupe WhatsApp qui nous indique en temps réel l'arrivée d'une agence mobile dans un douar, etc., où il n'y a aucune prestation de services financiers. Et en fait, donc ce ne sont pas juste des voitures avec des autocollants où il y a Crédit Agricole. Ce sont de vraies agences bancaires, hein, avec de vrais services bancaires de base, avec la possibilité d'équiper nos clients par des produits monétiques, etc. Et surtout, la promesse de revenir le même jour pour justement... donc en fait, c'est un peu un service bancaire itinérant, donc une vraie banque qui se déplace avec des vrais moyens de paiement, avec des vrais services bancaires de qualité sur des endroits où il n'y a pas de services financiers. Je voudrais remercier la Banque centrale parce que vous voyez qu'il y a une application qui s'appelle Hisabi et c'est grâce à la Banque centrale qui a justement peut-être saisi l'opportunité de Covid pour autoriser les banques à ouvrir les comptes à distance. Donc aujourd'hui, ben, les clients n'ont même plus besoin de se déplacer finalement pour avoir un compte bancaire. Donc le déplacement se fait uniquement pour récupérer les moyens de paiement. Nous avons évidemment l'établissement de paiement qui est là pour apporter encore plus de valeur, mais je dirais peut-être tout à l'heure un mot sur les partenariats. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je retiendrai peut-être, je vais synthétiser en 2 mots, peut-être écosystème et effectivement on va dire capillarité. Andrea, Hsabati, comment elle va contribuer à l'inclusion financière? Et c'est quoi d'ailleurs Hsabati? D'accord, merci beaucoup. Je pense que depuis ce matin, on se demande comment la data peut être au service du développement économique et des PME. Hsabati est une plateforme, si on peut projeter la slide s'il vous plaît, est une plateforme qui permet via du SaaS de faire du CRM, de la gestion des finances, de la gestion de production,
de la gestion de stock, on va dire les fonctions habituelles de la PME. Asabati a été fondé par des entrepreneurs qui étaient dans le commerce traditionnel, notamment qui avaient des clients à Derboma. Et donc, moi, j'aurais deux questions pour ouvrir un peu le débat. La première, c'est comment réussir la digitalisation des PME. Et la deuxième, comme ça a été dit par Mehdi et Madame Alami, comment faire de la finance embarquée, c'est-à-dire profiter de formes alternatives de financement. Sur la première question, si vous nous demandez comment on a fait pour avoir 500 clients en 3 ans, qui vont de 1 million à 1 milliard de dirhams de chiffre d'affaires, je vous dirais, d'abord, Asabati, c'est quelque chose de très simple. C'est une plateforme qui s'installe en moins d'1 heure, avec un tarif qui est fixe, un abonnement. Ensuite, ce qui est très important pour réussir la digitalisation des PME, mais je pense de toute chose, c'est le service. C'est-à-dire que nous avons un service de support qui tourne 24 heures sur 24, pour permettre aux gens de prendre en main l'outil, pour permettre de le paramétrer, pour voir quels sont les problèmes. Et en fait, on se déplace souvent chez l'entrepreneur. L'autre chose aussi que les gens apprécient, c'est le fait de pouvoir, comme ça a été dit ce matin par Gartner, avoir des fonctionnalités ou des usages qui évoluent. Nous, par exemple, on a 3 à 4 fonctionnalités qui sont mises en production par trimestre. Je vous donne un exemple, on a créé un site d'e-commerce pour que les PME entre elles fassent du trade. 2 autres points, parce que je suis italien et qu'il faut aller vite. L'outil est très intuitif. Je vous donne un exemple. On parlait des agriculteurs, on en a aussi. Parfois, ils arrivent avec leur fichier Excel et des milliers de lignes sur leurs fournisseurs, leurs factures, leur trésorerie. Vous allez sur notre plateforme, s'il vous plaît, la slide, si c'est possible. Vous allez sur notre plateforme et en fait, vous pluguez vos données et de manière assez facile, comme si c'était des tableaux de bord dynamiques, vous pouvez construire des tableaux de bord de pilotage, des alertes qui permettent aux gens de piloter leur activité. Juste pour vous donner une idée, si vous êtes dans la distribution ou dans le négoce, en général, vous passez, on va dire, 80% de votre temps à rapprocher les entrants des sortants. Et nous, chez Asabati, on a des gens qui passent 4 heures par jour sur cette application. Pourquoi ? Parce qu'ils génèrent en permanence 2 choses, et ça me permettra de faire la transition vers la finance embarquée. Ils essayent de voir quels sont l'état de leur stock, de leurs factures, de leurs avoirs, de leurs dettes, et donc de s'éduquer au niveau financier et de voir quels sont leurs besoins de financement. Ce qui m'amène à un deuxième point, c'est comment faire de la finance alternative ou de la finance embarquée, comme ça a été dit par Mehdi et Madame Alami au début. En fait, tout d'abord, on fait les choses ensemble, c'est-à-dire avec des banques et d'autres opérateurs. Aujourd'hui, Asabati propose 3 choses. Nous pouvons, pour l'ensemble de nos clients, vous donner, avec un degré d'erreur de moins de 10%, vous dire si le client est solvable, si son fournisseur est solvable, si sa facture est solvable. Grosso modo, nous pouvons calculer grâce à des algorithmes pour une branche ou pour une filière le taux de casse par rapport à du prêt. À partir de là, nous faisons 2 choses avec des établissements financiers de banques traditionnelles ou islamiques, si on peut l'appeler comme ça, participative, excusez-moi. Premièrement, on essaye de partager les données sur le scoring pour s'assurer, comme le disait Madame Alami, qu'il n'y a pas des personnes qui ont été exclues du système bancaire, ou peut-être qu'on a sous-estimé la capacité d'endettement des gens. Je vous donne un chiffre qui vient de Banque Al Maghrib. Pour 100 dirhams que vous empruntez, quand vous êtes une PME, vous avez besoin de 120 dirhams de collatéraux. Ça fait beaucoup de gens qui ne peuvent pas emprunter. Donc, premièrement, on partage des données. Deuxièmement, on essaie de proposer des solutions de financement. C'est des choses qui sont à venir, puisqu'on n'a pas encore tout mis en œuvre, comme le BNPL, comme le factoring, ou comme les besoins de financement, on va dire, d'investissement. Juste avant de passer la parole au brillant Mehdi, je pense que l'idée, c'est quoi ? C'est de faire de la finance embarquée, c'est-à-dire de profiter de gens qui sont déjà sur le digital pour plugger dessus des services financiers. Pourquoi ? Parce que tout ça est une question d'utilité. Si les gens trouvent que votre proposition de valeur est utile, ils vont aller vers le digital. Si les gens trouvent que votre solution financière est utile, ils vont venir chez vous comme ça a été présenté par le Crédit Agricole. Merci beaucoup. Alors,
il nous reste une dizaine de minutes par rapport à tout ce qu'on avait envie de dire. Je pense que ça va être très short, donc on va être très efficace et right to the point. Moi, ce que je retiens, ce que je me dis là, naturellement, je redis, on a une banque, on a une start-up, on a besoin de faire de l'inclusion financière. Un partenariat me semble naturel, donc je pense qu'on a du pain sur la planche et il y a des choses à réaliser. Madame Al-Alami, peut-être que vous avez des éléments à nous apporter par rapport aux prochaines étapes et des initiatives qui sont en cours et qui se préparent et par rapport auxquelles tout le monde doit être en ordre de bataille. Déjà, sur les initiatives déjà en cours, peut-être qu'il faut peut-être accélérer un certain nombre de choses. On parle de paiement mobile, on est plus dans la dématérialisation de certaines chaînes de valeur où les acteurs privés doivent peut-être accélérer les choses, notamment dans le rural. Il y a de belles choses à faire. L'ensemble, on va dire, des freins réglementaires qui étaient là ont été levés par la Banque centrale. Je prends juste l'exemple, par exemple, l'enrôlement des petits commerçants. On a levé un certain nombre de freins réglementaires pour permettre l'enrôlement rapide de ces commerçants. Donc là, peut-être il faudra que les acteurs privés puissent accélérer. Je sais que c'est quand même quelque chose qui n'est pas si évident que ça. C'est quand même un métier d'aller parler aux commerçants, mais c'est les freins, l'ensemble des freins qui ont été identifiés, notamment les incitations fiscales, sont là pour faciliter cet enrôlement de commerçants. Donc il y a certaines choses qu'il faudra accélérer. Il y a aussi, on parle beaucoup de digital. Ce qu'on est en train de faire, c'est mettre le digital au service de ces segments vulnérables. Les piliers de la stratégie nationale tournent autour de tirer profit du digital pour l'inclusion financière, mais il ne faut pas l'oublier, c'est pas la potion magique s'il n'y a pas un certain nombre d'accompagnements, notamment sur l'éducation digitale. Il y a l'éducation digitale, il y a aussi l'éducation financière. Ce sont deux choses importantes qui sont différenciées mais complémentaires. Donc, si on veut pousser le digital pour l'inclusion financière, nous, c'est dans le cas, c'est un pilier transverse qui est là. On est en train de mettre en place un certain nombre de programmes pour pousser l'éducation digitale et l'éducation financière des segments les plus vulnérables. Il y a aussi, c'est très important, il y a Andrea qui en a parlé, Mustafa aussi, la question des fintechs revient, les partenariats reviennent, on parle beaucoup des fintechs. Vous allez faire ce partenariat, les fintechs sont là, mais en fait, on comprend d'un point de vue régulateur, je vais parler aussi de ce qu'a fait Banque Al-Maghrib dans ce sens. D'abord, les fintechs, on se rend compte qu'en fait, c'est une définition, mais il y a dessous beaucoup de choses très hétérogènes. Donc, parler au régulateur, c'est d'abord comprendre la réglementation. D'abord comprendre qu'est-ce qui régit l'activité, parce que généralement, de ce qu'on a vu, 50% des fintechs, c'est des fintechs paiement in fine. Ils veulent faire de l'offre offrir du paiement mobile, ils veulent... généralement, c'est une activité qui est déjà régie sous le statut d'établissement de paiement. Donc, faire ce dialogue, et c'est très important, j'insiste là-dessus, faire un dialogue entre les fintechs et le régulateur, c'est très important. Pour faire comprendre la réglementation en vigueur, voir est-ce que l'activité qu'ils visent rentre sous la coupe de la réglementation, mais aussi comprendre aussi les doléances. Parce que ce sont ces doléances-là qui vont permettre cette concertation et de sortir avec une réglementation qui soit adaptée. Je donne l'exemple juste, par exemple, nous, de ce qu'on entend, il y a une vraie attente sur tout ce qui est agrégation de comptes, il y a une vraie attente sur l'agrégation de paiement, il y a une vraie attente sur l'initiation de paiement. Donc, quelle réglementation et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que la réglementation sorte? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller sur du conventionnel en attendant d'aller sur une réglementation ou une refonte de la loi? Il y a aussi la data et l'échange de la data. Enfin, les fintechs sont les startups aussi sont très en attente de ça. Et c'est pas quelque chose, la Banque centrale ne ferme pas les yeux sur ça.
nous sommes en train également de travailler sur l'open banking et sur les règles qui font que d'abord on va dire on régit cette relation et on définit les prérequis et bien sûr définir les responsabilités, les engagements des uns et des autres. Très bien. Peut-être. Je Alors deux mots, vas-y, oui. comme ça on va. Oui, très rapidement, simplement pour dire que le Crédit Agricole est en train de finaliser son modèle de manière à devenir une certaine plateforme en fait. Donc on veut être une plateforme qui va connecter les acteurs. Mais évidemment, nous avons beaucoup de challenges à relever. Je dirais, si je devais faire des recommandations, peut-être s'appuyer sur des partenariats encore plus larges, parce que chaque partenaire a un rayon d'action dialogue, donc ensemble, on va pouvoir embarquer le maximum de personnes possible. Deuxièmement, ce qu'on appelle le reverse coaching. Donc les jeunes doivent peut-être apprendre à leurs parents, etc., parce que je pense que c'est la meilleure manière aujourd'hui. Le Maroc est un pays jeune, donc il faut que cette jeunesse joue un rôle de reverse coaching pour montrer aux parents, etc., à l'agriculteur qui fait sa mail, sachant que tout le monde quand même sait utiliser WhatsApp, etc., donc les smartphones. Probablement une révision de prix de connectivité, ça a été ce matin, ça a été dit, la création d'espaces connectés, parce que c'est un vrai sujet. Donc là, quand on met en place des applications mobiles, etc., bon, le gars, il a un prépayé sur cette celle l'Audrea, il ne peut pas consulter son compte, etc. Donc probablement, la communauté doit mettre en place des espaces connectés, peut-être, peut-être, bon, c'est une proposition. Le dernier point, c'est la mise en place peut-être d'une caravane d'inclusion digitale, peut-être, les acteurs, avec les fintechs, avec les startups, pour pouvoir embarquer le maximum de personnes possible. Donc, voilà. Ok. Merci. Andrea, peut-être quelques mots sur des recommandations, des attentes. Je sais pas. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous une cause commune. C'est la finance, c'est comme l'eau, ça permet de faire pousser des plantes. Et aujourd'hui, on a besoin de gazelles, on a besoin de jeunes qui se développent. Et c'est pour ça que dans cette cause commune, par les partenariats, par les tests, on va réussir à faire des formes de finance adaptées qui éduquent les gens, qui sont correspondants à leur statut administratif, est-ce qu'il y a de la data, pas de la data, à leur capacité de financement. Donc, moi, j'ai deux messages. Le premier, c'est une cause commune pour laquelle tout le monde doit travailler ensemble. On a créé une fédération des fintechs, on espère travailler avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, et c'est comme ça qu'on pourra arriver à ce dont parlait Mehdi. Et la deuxième chose, l'inclusion financière, si vous me permettez, c'est comme perdre du poids. Vous avez deux façons de l'approcher. Soit vous donnez envie aux gens de mieux manger, et donc d'eux-mêmes, par l'usage, par l'habitude, ils vont aller sur une bonne trajectoire, soit vous êtes dans le restrictif. Nous, notre objectif chez Asabati, c'est justement de donner envie aux gens de s'éduquer par eux-mêmes et d'avoir les capacités de mieux emprunter. Voilà. C'est toujours au consultant de conclure, mais je vais faire que la synthèse, c'est beaucoup plus facile. Non, moi je pense 3 éléments de recommandation. Le premier est extrêmement important. On a eu beaucoup d'avancées sur la réglementation, mais je pense que l'engouement des startups est toujours impatient de voir d'autres choses, justement d'avoir la disponibilité de la data pour pouvoir sortir des use cases qui sont beaucoup plus innovants que du paiement et d'aller vers surtout la TPE dont tu as discuté, vers les vraies problématiques de TPE, qui est la réduction du BFR, l'accès au crédit et des sujets comme ça. Ça, c'est le premier sujet, mais les avancées sont considérables. Le deuxième est probablement un sujet de libérer les énergies des fintechs, puisque ça a été dit ce matin, mais on est la seule anomalie du continent en termes de funding des startups, puisqu'on n'arrive pas à avoir un funding qui est satisfaisant, qui permet d'avoir des licornes marocaines pour justement permettre d'avoir des use cases qui sont encore disruptifs, puisque l'inclusion financière est l'affaire de tous, c'est pas que l'affaire des banques ou de la Banque centrale, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Et le troisième, et je pense que tout le monde l'a dit au cours de la journée, c'est le sujet des talents. Il faut qu'on trouve le moyen justement de faire co-créer nos banques, faire co-créer nos régulateurs autour de toutes les énergies qu'on a au sein du Maroc pour pouvoir justement continuer à innover et à servir finalement les besoins qui sont très spécifiques, des fois entre les régions et au niveau national. Ben, très bien, je tiens à vous remercier. Donc, je rappelle qu'il y a avec nous Mehdi Rissassi, donc associé dans le cabinet de Deloitte,
Madame Hakim Al-Alami, directeur surveillance des systèmes de moyens de paiement et inclusion financière chez Banque Maghreb. C'est Mustafa Benabou, directeur du domaine banque digitale et stratégie Respire chez le Crédit Agricole du Maroc, et André Abiz, directeur des partenariats de Hsabati. Merci beaucoup.